Et on se retrouve de nouveau, de retour avec nous au Radio Côte et chez Louise pour la première chronique de la soirée en compagnie de Arthur. Bonsoir. Salut Arthur. Noé. D'Alexandre. Bonjour Noé, bonjour Arthur. Et de Thomas. Bonjour à tous. Salut les gars, bienvenue. Je te laisse Arthur pour la chronique. Mais oui, émission spéciale aujourd'hui. Nous avons l'honneur de faire une collaboration avec le Citoyen, j'en suis très content. Du coup, pour la présentation du Citoyen, on attend encore 10 petites minutes, ce sera juste après avec Lila, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, mais nous, on va d'abord parler, surtout Alexandre et surtout Thomas, vont nous parler de la censure. Mais les gars, qu'est-ce que c'est la censure ? Alors la censure, la première chose, c'est que c'est le sujet de notre semaine. Mais plus sérieusement, la censure, donc, c'est la limitation de la liberté d'expression. Donc par un pouvoir, il peut être public, religieux, privé, mais c'est vraiment une limitation qui s'applique à un livre, média, œuvre d'art. Et donc elle peut être décidée avant la publication, on dit tu peux pas faire ça, c'est une censure a priori, ou alors on peut avoir une a posteriori, c'est-à-dire on voit ce que tu as fait, on dit oula, ça tu le publies pas. Okay. Ça c'est ça la censure. C'est une très bonne définition, j'ai très bien compris. Là, c'est très clair, j'avoue. Il n'y a que de la qualité au Code Citoyen. C'est clair. Et du coup, comme toutes les choses dont on parle en général, on fait un petit historique et donc on revient toujours aux Grecs et aux Romains. Et donc chez les Grecs, on a un vieux cas très connu de Socrate. Je pense que vous connaissez tous Socrate. Oui, ça me rappelle mes cours de bac. Il a été condamné à mort pour ses idées parce qu'il a incité les jeunes à la débauche. À l'époque, c'était pas ouf. Et donc on l'a condamné à boire du poison. Et donc c'était le premier cas de censure repéré. Et il a accepté de boire le poison ? Oui, par honneur. Ok. On n'a même pas dû le forcer. Voilà. Et donc, censure, c'est un mot qui vient un peu du latin. Ça vient de censor. C'était des gens à Rome qui étaient chargés de plein de choses, un peu d'administration, de gérer les travaux, mais aussi de vérifier que les condamnations pour exil, les gens qui étaient bannis, étaient bien respectés, que les gens étaient bien virés de la ville. Et donc, c'est resté comme terme pour aujourd'hui désigner cette action. C'est encore les Grecs et les Romains qui. Je savais pas que ça datait d'il y a si longtemps la censure. Moi, je me serais dit c'est avec l'arrivée des musiques ou de l'art, etc. Enfin, tu vas me dire déjà il y avait de l'art. Moi, j'aurais plus pensé Moyen Âge, mais en fait. Effectivement, c'est vraiment au Moyen Âge que ça va prendre l'importance, notamment avec la religion. Oui, c'est ça, l'Ancien Régime et tout ça. Parce que l'Église catholique, qui était un peu championne du monde de l'intolérance à l'époque, a vraiment. Il y avait des gens dont le métier c'était d'être des censeurs de livres. Ça veut dire qu'ils lisaient les livres et ils jugeaient si on pouvait les publier ou non, en fonction de la foi. Donc si vous étiez un peu borderline, c'était le livre, il allait à l'index. Et donc quand on dit on est à l'index, c'est qu'on est exclu. Et pour lire ces livres, il fallait vraiment une autorisation du pape pour des recherches académiques. Sinon, vous aviez jusque dans les années 60, en fait, Concile Vatican II, les catholiques n'avaient pas le droit de lire certains livres qui étaient à l'index. Déjà, surtout qu'à l'époque aussi, il y a très peu de gens, je pense, qui juste lisaient ou écrivaient quoi que ce soit déjà en plus. Donc, c'est vrai. Mais il a fallu quand même attendre les années 60 pour que ce soit les catholiques. Qu'on a dû attendre les années 60, quoi. Ouais, j'avoue que c'est. Mais ça renvoie aussi à l'Inquisition et tout qu'il y avait au Moyen-Âge. Oui, c'est un peu la même idée aussi pour tout ce qui était art et création. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà été à la chapelle Sixtine à Rome ou vu des images, mais il y a une immense toile de Michel-Ange qui est le Jugement dernier. Il y a à peu près 400 personnages et ils sont tous nus dessus à la base. Okay. Et il y a un pape libéral qui avait commandé cette œuvre et qui trouvait ça très beau, mais le suivant trouvait ça un peu limite et donc il a fait retoucher tout les pénis pour mettre un beau. Donc maintenant, si on va à la chapelle Sixtine, ils sont plus tout nus. Ils sont plus tout nus si vous y allez maintenant, donc c'est aussi une forme de censure de l'art qui avait lieu à l'époque. Pourtant, quand tu vois par exemple les sculptures des Grecs et des Romains, les gens étaient, ils étaient nus sans souci, tu vois. Parfois c'était même. Mais ils rajoutaient aussi même sur les statues. Et parfois ils rajoutaient, mais au Vatican vous en avez plus parce qu'un pape un jour sur un coup de tête a pris un petit marteau et a explosé tous les trucs et on a juste rajouté une feuille de vigne en plâtre dessus. Ça me fait penser un peu genre les présidents. T'en as un qui fait quelque chose et puis l'autre qui enlève tout et puis l'autre celui d'après refait tout. C'est un peu pareil avec le pape, quoi. Ok, c'est hyper intéressant. Et sinon, à la fin du Moyen-Âge, on va revenir, la censure va devenir un peu plus politique. Notamment, les États sont beaucoup plus puissants, ils s'émancipent de l'Église. Et donc, avec les idées de l'imprimerie, tout ça, les rois vont commencer à juger. Par exemple, l'encyclopédie qu'on connaît de Diderot d'Alembert, 1700, elle va être interdite parce qu'on jugeait que la définition de la liberté était trop dangereuse pour l'État. Et donc, on va interdire les encyclopédies jusqu'à la Révolution française. Ok. C'est toutes ces choses qui font vraiment le côté censure politique, mais qui vont s'arrêter avec la Révolution française, en gros. Et en Belgique, c'est un droit constitutionnel, entre guillemets, de pouvoir dire ce qu'on veut. Mais en temps de guerre, ça n'a pas toujours été
hyper respecté non plus. Par exemple, 40-45, les Allemands n'ont pas été très fans de l'idée, et donc ils sont arrivés et leur fans mission, de beaucoup de choses. Oui, entre autres, il y avait celle-là, et ils ont vraiment leur but quand ils sont arrivés à Bruxelles, c'est d'arriver dans les locaux du journal Le Soir pour diriger la ligne éditoriale et publier des articles pro-nazis, pro-allemands, ce qu'on a appelé le soir volé. Et après, il y a des journalistes qui ont fait un faux soir une fois, qui ont réussi à publier discretos, un journal de soir qui se moquait des Allemands, mais ça a mal fini. Voilà, certains journalistes l'ont payé cher. Voilà. Mais j'imagine qu'ils ont fait pareil dans tous les pays qu'ils ont dû occuper, que ce soit la France ou oui, la France. Je pense que c'était Libération qui en France était publié un peu à la. Oui. Mais la Libre Belgique, ça vient de là, non? Mais ça, c'est 14-18, je crois. Ça, c'est 14-18. La Libre, c'est plus tard, c'était déjà les Allemands. Mais c'est un peu l'idée. C'était déjà eux. Oui. Mais voilà. Et sinon, en dehors de la guerre, il y a en fait très peu de censure dans notre pays, je pense qu'on s'en rend compte. Ouais. Mais il y a certaines petites lois qui sont qui poussent plutôt les gens à s'auto-censurer. Par exemple, on avait jusqu'en 2021 le crime de lèse-majesté. Ça, c'est quand vous critiquiez le roi, c'était 3 ans de prison. Jusqu'en 2021 Jusqu'en 2021, oui. Et pourquoi ça a changé après, alors ça a changé parce qu'on a jugé que c'était en fait anticonstitutionnel comme loi. Mais jusqu'à 2021, en Belgique, il y avait encore des gens condamnés pour critique de la monarchie. Parce qu'à mon avis, la Constitution autorisait la libre... Voilà, c'est ça. Mais tu pouvais pas, voilà. Et tout ça, c'est tombé. Mais ça existe encore en Espagne, par exemple. Il y a des gens qui sont arrêtés en Espagne pour critique de la monarchie. Ça existe encore. Donc, il y a toujours des petits trucs qui restent comme ça. Mais sinon, en général, parfois, en Occident, en tout cas, c'est plutôt libre. Ça, je pense que tu as d'en parler, d'autres choses à préciser là-dessus. Parce que du coup, Thomas vient de nous expliquer un peu le rôle de la censure, ce que c'était dans l'histoire, etc., son évolution. Et moi, j'avais envie plutôt de mettre l'accent sur la censure qu'on peut connaître aujourd'hui et en Occident, alors même qu'on pourrait croire qu'on est dans un monde méga libre. En fait, il y a quand même des problèmes de censure en Europe et en Amérique du Nord. Donc, aujourd'hui, la censure, elle est présente, je pense notamment du fait qu'on est dans une société où il y a de plus en plus des populismes, des explications faciles et de la radicalité qui poussent à dénigrer un peu les opinions des autres, et ça rend plus acceptable dans l'esprit des gens de supprimer une idée contraire à la nôtre. Et donc en Occident, ça inquiète parce que parce qu'il y a une montée des forces qu'on appelle illibérales, qui s'attaquent beaucoup aux médias et à la culture. Et les forces illibérales, en fait, qu'est-ce que c'est ? J'ai pris une petite définition du Larousse. Wow. C'est un régime élu démocratiquement qui, prétendant détenir le monopole de la volonté générale du peuple, ignore de ce fait les limites constitutionnelles à son pouvoir et va jusqu'à déposséder les citoyens de leurs droits et libertés. Donc ce que j'ai retenu d'important de ces définitions, c'est surtout ignore les limites constitutionnelles, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les médias et la culture, ils ont des droits constitutionnels et ils servent le plus souvent de contre-pouvoir. Ils surveillent et critiquent les limites, l'action des pouvoirs exécutifs, des gouvernements, du Parlement, des politiciens, etc. On parle souvent de quatrième pouvoir avec les médias. Exactement. Et ça offre un espace de contestation. Et donc, dans des démocraties illibérales, et on a de plus en plus, c'est la première chose qu'on attaque, c'est les médias et la culture. C'est un peu je suis élu, donc je représente le peuple et je fais ce que je veux. C'est ça, et j'impose mon idée, et donc quand on dit une idée qui va contre mon sens, ça me plaît pas trop. Et donc j'ai pris 2 gros exemples aujourd'hui de démocratie libérale, c'est la Hongrie de Viktor Orban et plus actuel encore, les États-Unis de Donald Trump. Et en fait, ils sont vraiment similaires sur plein de points. Quand j'ai un peu bossé ma chronique, j'ai réalisé que sur le niveau censure, ils aiment bien ça. Par exemple, en Hongrie, mais là, c'est vraiment la liberté des médias qui est remise en question. Notamment... du coup, suite à son accession au pouvoir, il s'est tout de suite attaqué à l'audiovisuel public. Et par exemple, donc il a été élu dans les années 2010. Et après son élection, pendant plus de 15 ans, il n'y a eu aucun débat politique qui rassemblait tous les partis hongrois à la télé. Et il a fallu une mobilisation populaire énorme dans les rues pour pouvoir avoir un débat sur les chaînes de TV publiques entre tous les partis hongrois lors des élections européennes. Ah oui, donc c'était vraiment une censure importante. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il a vraiment cadenassé l'audiovisuel public en Hongrie, et donc il permet pas en fait une représentation correcte des opinions de chacun sur la télé, quoi. Donc, oui, non, et je pense même, je suis pas sûr, il faudra peut-être vérifier, mais même il a définancé aussi pas mal. Comme ça se fait aussi dans plein de pays. La France, ils ont une commission parlementaire en France pour définancer l'audiovisuel public, là.
J'avais vu, et ça fait beaucoup polémique en France. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent, d'autres qui veulent pas. Oui, c'est ça. Mais même chez nous, en fait, on est clairement pas... Et le problème quand on définance l'audiovisuel public, c'est que, alors, ils répondent de plus en plus à des logiques de marché, donc ils doivent faire du profit. Et qu'est-ce qui fait du profit? C'est d'avoir des explications chocs, des explications courtes, radicales, etc. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux. Et en Hongrie, c'est vraiment ce qu'on observe. Et en plus de la censure médiatique, il y a aussi une censure culturelle. Et c'est assez paradoxal en Hongrie parce que d'un côté, le discours du gouvernement de Viktor Orban, c'est un discours qui va favoriser la culture hongroise, mais seulement un certain type de culture qui est dans l'identité hongroise, en tout cas que le gouvernement met en avant. Les traditions. Très nationaliste, des traditions, etc. Par contre, d'autres pièces, pas du tout. Et donc, j'ai un petit quiz pour vous, si vous l'acceptez. Bien sûr. Oui, on accepte. On a encore le temps pour rapidement faire le petit quiz. Avec plaisir. Et par exemple, il y a une comédie musicale qui s'appelle Billy Elliot, qui a été déprogrammée en Hongrie. Donc, je vais vous donner 3 phrases, vous allez devoir deviner pourquoi est-ce qu'elle a été déprogrammée. Donc, est-ce que c'est parce que, proposition 1, elle contenait beaucoup trop de scènes à caractère pornographique? Proposition 2, elle incitait les jeunes Hongrois à devenir homosexuels. Ou proposition 3, elle critiquait ouvertement le gouvernement en place. Est-ce qu'elle faisait pas les 3 en même temps? Non, pas les 3. À mon avis, pornographique, ça m'étonnerait, mais c'est soit. Et moi, l'idée qu'ils aient peur que les jeunes deviennent homosexuels, c'est un truc bien. Enfin, ou genre la critique du gouvernement. Du gouvernement. Ouais, mais la bonne réponse, c'était la 2. Elle incitait les jeunes Hongrois à devenir homosexuels. Et donc, ils avaient juste peur et ils ont annulé. C'est ça. Et en plus, c'est juste une comédie musicale où en gros, c'est un petit garçon qui fait de la danse classique et ça a choqué un journaliste proche du pouvoir qui a réussi à faire en sorte qu'elle soit supprimée de tous les théâtres en Hongrie. Donc, il y a vraiment aussi une attaque envers la culture hyper importante, quoi. Et ça se passe en ce moment, quoi, dans un pays de l'Union européenne, donc ça peut faire réfléchir, quoi, que de la censure n'est pas finie. Oui. Voilà. Okay. Et et aux États-Unis, ça arrive aussi fort. On a vu, malheureusement. Ouais. Et donc, par exemple, aux États-Unis, il y a 2 attaques. Il y a aussi sur les livres. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a énormément de livres qui se font bannir chaque année dans certains États depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir. Et donc, j'ai un autre petit quiz pour vous. On va pouvoir finir là-dessus. Alors, sur le dernier petit quiz. Sur le dernier petit quiz. Sur l'année 2024-2025, à votre avis, combien de livres ont été interdits dans les écoles et bibliothèques publiques aux États-Unis? Est-ce que c'est 500, 1500, 5000 ou 10 000? 10 000. Ça me paraît énorme. Moi, je dis 5 000. Je dirais 1500. Quelque chose c'est plus de 10 000, ouais. Plus de 10 000, ça m'étonne pas. Sur une année scolaire, ouais. Ah oui. Donc voilà. Ça, c'est chaud. Donc ça reste un sujet hyper actuel et sur lequel il faut s'interroger. Mais c'est un vrai sujet d'actualité très important en plus dans les démocraties actuelles, que ce soit en Europe ou ailleurs. Je pense que le sujet de la censure est très important. Le thème de cette année est hyper contemporain. Voilà, c'est ça. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre chronique. On va s'arrêter là et je vais vous laisser avec une petite musique et ensuite Lila viendra nous faire l'interview du Cap. Parfait, merci à vous. À tout à l'heure.